Bonjour, Otep, Mboloani, je m'appelle Etombe Edembe et Etombe m'a été donné, c'est un nom qui m'a été donné lors de ma naissance par mes parents. Etombe est un nom qui vient de la communauté Ngwemiene au Gabon, donc en Afrique centrale, et plus précisément sur la partie à l'ouest. Donc ça regroupe les communautés, les peuples Nkomi, Ralois, Orungu, pour ne nommer que cela, et se situe au niveau de l'Ogooué maritime, du Moyen-Ogooué et de l'estuaire. Et Tombe veut dire celle qui maintient la proue, par extension la stabilité. Alors moi, en ce qui me concerne, mon nom, j'ai dû le trouver moi-même dans le cadre du mouvement de renaissance kamite. Non pas que je n'ai pas au départ un nom africain, comme beaucoup de personnes d'origine africaine. J'ai un nom effectivement africain, un nom de famille, et selon l'usage européen, puisque nous avons été colonisés, ce n'est un secret pour personne, eh bien j'ai un prénom européen. Sauf que dans le mouvement de renaissance kamite, nous essayons de revenir vers une situation où tous les Africains afro-descendants ont un nom d'origine africaine, d'origine kamite. Il se trouve qu'il y a une anomalie. L'anomalie, c'est qu'on trouve de par le monde énormément d'afro-descendants et d'Africains avec des noms occidentaux, mais l'inverse n'est pas vrai. On trouve très peu, voire pas du tout, d'Européens et même d'Orientaux avec des noms africains. Donc c'est un non-sens quelque part, et pour marquer cet attachement à notre culture, j'ai voulu, par solidarité, bien que je sois en partie d'origine européenne, avoir au sein du mouvement de renaissance kamite et dans ma vie le plus souvent possible ce nom qui est aussi ma signature en tant qu'écrivain. Donc Iteru, pourquoi Iteru? Parce que Iteru, ça fait référence à l'étendue d'eau en égyptien pharaonique. Et pourquoi Orowe? Parce que Orowe, ça me rattache au Gabon, pays de mes origines, et bien Orowe, ça correspond au fleuve qui traverse une bonne partie des provinces du Gabon. Donc comme ça, la boucle est bouclée, comme ça, c'est vraiment un nom rassembleur, et j'ai un fort ressenti pour l'eau. Donc si je peux résumer, voilà en fait l'origine de mon nom. Si je peux ajouter par rapport au nom aussi, c'était une façon de revenir vers nos origines, parce que partant du principe que un prénom, un nom doit refléter ses origines. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de mettre en avant le prénom Etombe. Et par rapport au fait qu'on a, oui ou non, toujours été connecté à la matrice, en fait, moi je me réfère je reviens à mon enfance, où j'ai eu une éducation chrétienne, parce qu'on sait que c'est une religion qui nous a été imposée de toute façon, oui, on peut le dire, effectivement. Ce n'est pas du tout, ça ne fait pas partie de notre culture. Non, et je me souviens quand je suivais le catéchisme, donc les enseignements de la religion chrétienne, je suivais le catéchisme, c'est-à-dire qu'on était baptisé d'abord, on était communié, confirmé, et on allait suivre le catéchisme, les enseignements. Et moi, j'ai toujours trouvé ça étrange, en fait. Je sentais comme s'il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à dire, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais l'impression de vivre dans un pays et de ne pas... Le fait d'aller suivre ces enseignements-là, c'était pas... Je sentais que ça faisait pas partie de moi, en fait, de notre culture. Et je ne savais pas comment le définir à l'époque. Et c'est par la suite, en fait, quand je reviens quand j'essaie de revoir tout ça, je me rends compte de ce qui n'allait pas. Parce que c'est peut-être le fait que ce qui m'a quelque part sauvée, je pourrais dire, ce qui a fait en sorte que je ne sois pas totalement immergée là-dedans, c'est peut-être ce qui m'a sauvée et faire en sorte que
que je sois plus ouverte à la connaissance de l'histoire de l'Afrique, en fait. Pour ce qui me concerne, en fait, la matrice, je ne saurais pas comment l'interpréter parce que je peux l'interpréter de façon intellectuelle. Et donc là, je vais faire un discours linéaire qui sera en même temps tout à fait authentique et je peux l'interpréter aussi de façon par rapport à mon inconscient. Et, je vais donner un exemple tout simple. Moi, j'ai grandi en France, c'est beaucoup plus tard que je suis allé en Afrique. Donc effectivement, j'ai le vécu de quelqu'un qui a vécu à la fois en France et en Afrique. Et je me rappelle, durant mon adolescence, non, je n'étais même pas encore adolescent, j'étais encore un jeune garçon, allez, je vais dire préadolescent, je devais avoir dans les 11 ans, 12 ans, et je faisais souvent un rêve où je me mettais à transpirer. C'était ce qu'on appelle peut-être le sommeil paradoxal. Je ne sais pas si en fait j'étais clairement éveillé, si j'étais à mi-chemin entre le sommeil et l'éveil. Et c'était toujours vers 2h ou 4h du matin. Et j'avais l'impression d'être jugé et qu'il y avait tout un stade rempli autour de moi et qu'il allait se passer quelque chose. Alors ça fait peut-être penser aux sensations chez les Mayas ou chez un autre peuple de la même zone géographique où il y avait des sacrifices. Mais en tout cas, je savais que j'allais être jugé, il allait se passer quelque chose, la foule attendait, mais je ne savais pas quoi. Et ce rêve, je l'ai fait plusieurs fois. Et une fois, j'en ai parlé à notre fille, Séché, il y a quelques années, et je lui ai dit, mais franchement, ce rêve, j'ai jamais su ce que c'était. Et elle m'a dit, ah, mais il est fort possible que ce soit un avant-goût de la pesée du cœur. Alors, c'est ça ou c'est pas ça, bien sûr. Mais c'est simplement pour dire que même dans un environnement culturel qui n'est pas africain, bah forcément, on est relié. On est relié à nos différents ancêtres et notre inconscient, le sommeil, l'état de sommeil, les rêves sont une connexion. Et donc, quand bien même on serait aliéné, entre guillemets, j'utilise le terme aliéné avec beaucoup de précautions, quand bien même on serait aliéné ou dans l'eurocentrisme dans la journée, mais on n'est pas maître de ses rêves. Et là, il y a différentes connexions qui peuvent se faire. Alors tout simplement pour dire, ai-je toujours été connecté à la matrice? Avec beaucoup d'humilité, je dirais bien évidemment non. Et puis de toute façon, je faisais partie des gens qui n'avaient pas eu une éducation proprement traditionnelle. Ayant vécu en Europe, ayant vécu ensuite en Afrique, mais en ville, dans la grande ville africaine, et je n'avais pas en fait cette connexion avec la matrice. Et c'est venu petit à petit avec le panafricanisme, avec de bonnes rencontres, et je suis encore sur le chemin. Je suis loin d'avoir un parcours abouti, mais il y a cette connexion avec ce qui nous semble important. Alors, s'agissant des personnes qui m'ont influencé, qui nous ont influencés, entre autres, en ce qui me concerne, en fait, ça me vient en tête Sekou Manga, par exemple, qui est un influenceur, un artiste, un éveilleur de conscience. On l'a rencontré en France, c'était dans les années 90, au moment où il a créé l'organisation Mooncam. Et donc là, il avait un discours vraiment qui nous parlait, parce qu'on avait quand même pas mal de questionnements avec Itéo. Notamment quand on s'est rencontrés à l'université au Gabon, on commençait à parler de certaines questions par rapport à l'histoire, par exemple, où je l'écoutais beaucoup parce qu'il me racontait le fait que sa grand-mère lui racontait la Seconde Guerre mondiale qu'elle avait vécue elle-même en direct, en fait. Et ça nous a amené je sais qu'il terrorisait beaucoup et moi aussi j'aimais bien la lecture. Et donc, nous commencions à lire certains ouvrages. Et en venant en France, la rencontre avec Sekou Manga nous a quand même ouvert des portes et c'est comme un cheminement en fait vers ce qui allait suivre. Alors moi, comme je le disais, j'ai grandi en Europe, ensuite je suis allé en Afrique. Alors il m'est arrivé d'en parler dans une conférence, notamment en Suisse, avec
Afrocentricity International Suisse, en fait, j'avais développé un sujet à l'époque qui était le développement, l'afrocentricité et le développement personnel. Et donc, ayant vécu dans un environnement, et j'avais fait référence donc à cette expérience de ma jeunesse en Europe, j'étais dans un milieu essentiellement européen, et au niveau des médias, il me manquait effectivement un lien avec l'Afrique. Et déjà un lien avec des personnes qui me ressemblaient, qui auraient été médiatisées. Et donc ce premier lien, je l'ai eu en regardant la télévision et en voyant la pianiste Rhoda Scott. Et donc elle me ressemblait et elle jouait magnifiquement bien du piano, ça me troublait. Et c'était un lien donc avec la femme africaine et avec la créativité. Évidemment, le cinéma prend beaucoup d'importance chez les jeunes. Je me rappelle des films avec Sidney Poitier, c'était le seul acteur noir que je voyais, et aussi le chanteur d'origine française et ivoirienne, qui là, il est très connu. Serge Billet l'a d'ailleurs plusieurs fois interviewé, notamment dans son documentaire sur les Noirs dans les camps nazis. Je crois que j'ai oublié son nom. En tout cas, il a grandi en Côte d'Ivoire, il est venu ensuite en France. Et ce chanteur, c'était l'un des seuls chanteurs d'ascendance africaine que l'on voyait. Et une fois, il est venu faire un concert dans mon village en France. Et j'étais un bébé et il m'a pris dans ses bras. Et donc, et c'est plus tard, en tant que journaliste freelance, que j'ai pu l'interviewer. Mais évidemment, il ne s'en souvenait pas. Et donc, c'était important pour moi d'avoir ces références de gens qui me ressemblaient dans un environnement essentiellement eurocentrique. Et en Afrique, les personnes qui m'ont ouvert les portes d'un certain savoir panafricain, c'est bien évidemment au Gabon, Pierre-Louis Aronjo Okawe, qui était le président du Parti gabonais du progrès au moment de la libéralisation de la vie politique, mais surtout qui était avocat, l'un des premiers avocats gabonais, mais professeur de droit traditionnel. Et c'est lui qui, à l'université, dans un cours magistral, nous a parlé pour la première fois du colloque du Caire avec Théophile Obenga et Cheikh Anta Diop, où ils avaient prouvé à la face du monde l'africanité de l'Égypte antique. Donc tout ça, ce sont des influences qui sont conséquentes et importantes pour la suite du parcours d'un jeune. Et oui, en parlant de Cheikh Anta Diop, je me souviens d'une anecdote. En fait, quand j'étais au secondaire, c'était à Toulouse, dans le sud de la France, chez les amis de mes parents, où j'ai vécu pendant 2 ans en fait. Et j'avais un professeur d'histoire qui nous avait fait un cours sur l'Égypte. C'était mon premier contact avec l'histoire égyptienne, c'était vraiment durant ce cours d'histoire, où le professeur nous a montré une stèle. Et curieusement, c'était la même photo, la stèle, qui est représentée dans le livre de Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture. Et déjà là, j'avais eu comme un déclic. Je voyais bien qu'ils étaient noirs. C'est celle qui est sur la première de couverture, donc qui provient du tombeau de Ramsès III. Exactement. Et vraiment, j'avais eu cette image-là. C'est la première fois que je voyais cette image. Et ça m'avait beaucoup frappée. Et bon, c'est vrai que c'était enfui quelque part, mais... c'était déjà un premier déclic. C'est un premier déclic, oui, c'est un premier déclic, je dirais. Et puis, par la suite, aussi, par rapport aux personnes qui ont pu m'influencer également, il y a des lectures telles que Iteru avait fait la connaissance donc des ouvrages, des travaux du docteur Modifi qui était à santé avec ça c'est beaucoup, oui, c'est dans les années 2000. Beaucoup, il y avait comme une effervescence. Il en parlait beaucoup et donc il y avait ça. Il y avait aussi l'ouvrage du docteur Ama Mazama, Langue et identité. Langue et identité en Guadeloupe, une perspective afrocentrique. Exact. Et c'est le premier livre qui m'a fait connaître la théorie de l'afrocentricité. Donc tous ces ouvrages-là, c'est vraiment des ouvrages qui nous ont
qui nous ont interpellés, qui ont éveillé quelque part notre conscience au fil du temps. Et c'est un parcours qui s'est fait sur 30 ans, 35 ans, hein, avec des phases pour l'un comme pour l'autre, de rechute dans une forme d'inconscience, voilà. Tout à fait. Et pour revenir aux personnes qui m'ont influencé, je dois dire que en tant que personne qui suit l'actualité politique, j'ai été très sensible dans les années 80 au parcours politique de Jean-Marie Tjibaou dans le cadre du mouvement indépendantiste du FLNKS en Nouvelle-Calédonie. Alors c'était très loin, bien sûr, mais j'avais affaire à des personnes qui étaient, comment dirais-je, très revendicatifs, mais avec beaucoup d'aisance et de classe, mais aussi de volonté, et en même temps totalement enracinés dans leur univers culturel. Et là, c'était vraiment impressionnant. Et des gens qui n'étaient pas africains, mais qui, du point de vue du phénotype et des traditions, le sont. Et d'ailleurs, leurs ancêtres ont quitté l'Afrique il y a 40 000 ans. Donc, et qu'est-ce que je voulais dire aussi, oui, donc là, c'est un comment dirais-je, un exemple qui m'a beaucoup interpellé. Et évidemment, le chanteur ivoiro-français auquel je faisais référence tout à l'heure, que je voyais à la télé quand j'étais jeune, c'était bien évidemment John Williams. Voilà, le chanteur John Williams de gospel notamment. Alors c'est vrai qu'il y a eu le parcours avec les Mooncam, donc on allait de temps en temps suivre des cours et des enseignements. Et il y a eu aussi l'épisode avec Africa Mat qu'on a découvert dans les années 90 et on y allait tous les samedis suivre les cours du professeur René-Louis Parfait-Itilé, Kalala Omotunde, avec les colloques Mené-Buc. Donc il y avait tout un bouillonnement de culture là. Vraiment, c'était devenu une maison où on allait tous les samedis avec notre fille de 10 ans qui prenait des notes à l'époque. Donc c'était vraiment c'était un cheminement qui se faisait tout naturellement. Et puis il y a eu l'adhésion avec Afrocentricité International. Donc c'était tout à fait, c'était une progression naturelle en fait quand on y pense. Et j'ajouterais aussi qu'un individu est nourri de toutes les rencontres qu'il peut faire et aussi de toutes ses lectures. Et bien évidemment, pour moi, ce serait vraiment pas sincère de dire que durant mon parcours intellectuel, je n'ai lu que des auteurs africains et que seuls les auteurs africains m'ont influencé. C'est peut-être à 75% vrai, ou à 80% vrai, mais il y a aussi des auteurs non africains qui m'ont beaucoup influencé, comme par exemple Krishnamurti, l'auteur d'origine indienne, et je pourrais en citer d'autres, y compris parmi les auteurs africains et afrodescendants. Donc des fois, on est même influencé par des gens qu'on n'a jamais rencontrés. Et bien évidemment, toutes ces influences expliquent ce que nous sommes, mais elles ne peuvent servir à nous définir. Sinon, la vie ne serait qu'une éternelle continuité, une duplication, et puisque d'influence en influence, on ne ferait que reproduire le discours qu'on a entendu par les autres, et finalement, il n'y aurait aucune originalité, et nous serions là tous à produire les mêmes savoirs, à avoir les mêmes réflexions, les mêmes réactions par rapport à l'actualité, et les mêmes projets par rapport à l'avenir, ce qui serait forcément très triste. Et donc nous nous nourrissons de toutes ces influences que nous avons, et nous avons aussi notre propre sensibilité personnelle, notre propre analyse, et finalement, nourris de toutes ces influences et de toutes ces rencontres, nous réussissons et nous parvenons à opérer notre propre interprétation du monde. Je pense que c'est valable pour nous, mais c'est valable pour tout le monde. Et justement, pour parler d'influence et par rapport au livre, j'étais très jeune et certainement je lisais quelque chose, mais que je ne comprenais pas à l'époque. C'était le livre de Pierre Péan, Affaires africaines.
Et là, ça parlait de tout ce qui est de la France-Afrique, mais par rapport au Gabon, en fait. Et je sentais qu'il y avait quelque chose. Mais vu mon âge, et c'était quelque chose que je découvrais et que je ne comprenais pas toujours, mais quelque part, ça a un peu... C'était peut-être enfoui quelque part dans ma tête, mais je voyais bien qu'il y avait des choses qui se passaient dans mon pays, avec la France, qui était louche, et surtout que le livre se vendait sous le coude, en fait. Il était interdit au Gabon, mais les amis de mon père avaient ce livre-là. Et j'avais lu des passages et que je ne comprenais pas toujours, mais il y avait quand même... ça aiguisait donc la curiosité, en fait. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Et au niveau de ma vocation, j'ai fait de la traduction en indépendant et de l'interprétariat, et aussi le fait d'avoir lu des ouvrages, je suis autodidacte en fait, d'avoir lu des ouvrages écrits par des Africains américains. Donc ça m'a facilité la traduction avec Itero Orowe, d'ouvrages tels que Stolen Legacy. Le premier ouvrage d'ailleurs qu'on a eu à traduire, et justement c'était en fréquentant l'Institut Africa Maat, puisque Kalala Omotunde nous a présenté à la Pera Tamamazama et au docteur Molefi qui était à santé. Et c'est comme ça qu'elle nous a présenté une liste d'ouvrages qui pourraient être traduits. Et ce qui nous a amené à traduire le premier livre, donc Stolen Legacy. C'est ça. Et l'aventure a commencé. C'est ça, et l'aventure a commencé, et s'agissant du parcours de militants au sein des Mounkam et d'Afrocentricité, et d'Afrocentricité internationale, il y a eu aussi entre les deux le parcours qui a été très déterminant d'étudiants de l'Institut Africa Mat, où officier René-Louis Parfait-Itilé, Nusere Kalala Omotunde et bien sûr Dumbi Fakoli. Oui. L'influence de Dumbi était énorme. Oui. Celle de René-Louis Parfait-Itilé était extrêmement conséquente, et bien sûr celle de Nusere Kalala Omotunde était là aussi immense. Et donc en côtoyant donc ces personnes très créatives en matière d'enseignement, et chacun avec leur sensibilité propre, ben, nous avons pu avoir une vision qui a complété celle que nous avions autrefois avec les Mounkam. Et puis me concernant personnellement, c'est vrai qu'au Gabon, le fait d'avoir milité et d'avoir exercé brièvement quelques fonctions au sein du Parti gabonais du progrès m'a permis en fait de retirer de l'expérience du militantisme politique, du fait d'étudier dans un institut panafricain et afrocentrique, et une certaine expérience, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et à prouver, bien sûr. Donc c'est un tout chemin est forcément incomplet, et c'est très bien, parce que comme ça, il y a encore beaucoup de choses, de défis à relever. Et tout cela influence forcément et nous donne des armes pour avoir des vocations précises et des domaines de prédilection. Si tu devais tomber définir quel est ton domaine de prédilection, pour répondre à la question qui nous est posée. Bah, je l'ai déjà dit, il me semble, c'était de la traduction. Ah oui, la traduction. Justement, le fait de lire tous ces ouvrages. Oui, mais pourquoi ces auteurs-là? La traduction, mais pourquoi ces auteurs-là? Parce que ça me parlait, ça parlait de l'histoire que je n'avais pas eu l'occasion d'étudier, d'apprendre donc durant mon cursus scolaire. Et c'était une découverte, et je trouvais ça tellement extraordinaire. Je me disais, mais mince, mais c'est quelque chose de très important pour l'histoire, pour la postérité, pour les enfants, pour les jeunes, pour tout le monde en fait. Et donc, au fur et à mesure que je découvrais cette histoire, je sentais l'envie de pouvoir la partager aussi. Et comment la partager? En fait, c'est venu naturellement, le fait d'avoir envie de traduire. Déjà, Itero m'avait suggéré de traduire Stolen Legacy. J'avais trouvé ça, je me suis dit, mais non, c'est... Et puis... J'avais trouvé ça farfelu à l'époque. Oui, plus ou moins. Pourtant, tu avais les compétences, parce que t'es... Et c'est seulement, justement, au colloque Menibuk, avec la rencontre avec Mazama que j'ai
ça a été comme un déclic en fait. Ça a été un déclic et donc ça a commencé à ce moment-là. Et puis, il y a aussi le fait, qu'on a traduit des auteurs panafricains d'origine afro-américaine, ou oui, d'origine afro-américaine, parce que tout simplement, la notion de communauté noire ou la notion de communauté afro-descendante est quelque chose d'essentiel aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France, puisque en France, nous sommes une communauté qui est éclatée quelque part, ou très diverse, ça c'est bien par contre, mais où les gens se rattachent à leur village d'origine en Afrique, où les gens se rattachent à la langue que parlent leurs parents, et à la langue traditionnelle, où les gens se rattachent à leur religion aussi. Et entre afro-descendants originaires d'Afrique et afro-descendants de la Caraïbe, il y a déjà des différences, et personnes de l'océan Indien, et selon les différentes origines géographiques en Afrique, il y a aussi ces différences, alors que aux États-Unis d'Amérique, il y a eu ce brassage culturel où les personnes en fait ont perdu leur langue, et ça c'est quand même une tragédie, c'est incontestable, ont adopté celle de leur bourreau en la modelant à leur imaginaire africain, parce que ce qu'on appelle ebonics aux États-Unis, cette façon de parler qui est propre aux Africains américains, bah, ça prouve qu'ils ont utilisé la langue anglaise avec leur vision du monde africaine, quelque part, leur réflexe culturel. Ils l'ont façonné aussi, et à travers leurs différentes créativités littéraires, à travers le jazz, le rap aujourd'hui. Et tout ça pour dire que la notion de communauté, puisqu'ils ont cette langue en commun chez eux, là-bas aux États-Unis, ils ont un combat, une oppression en commun sur le même sol, le sol américain. Ça a forgé un réflexe communautaire et paradoxalement, la ségrégation raciale les a obligés à travailler les uns avec les autres pour créer des entreprises, pour faire des choses. Ils n'étaient pas obligés d'être assimilés, même s'il y a eu la déségrégation à un certain moment. Et donc, nous n'avons pas vécu ça, puisque en France, c'est l'assimilation. Et donc, traduire ces auteurs-là, ça nous permet d'avoir un regard panafricain. C'est essentiel, en fait, pour les francophones. Et donc, on va aborder donc, par rapport au fait de traduire ces ouvrages, qu'est-ce que ça peut apporter, en fait, aux jeunes. Donc, on veut dire aux jeunes, en fait, avec ces traductions, le fait de connaître son histoire, parce que quand on vous répète, quand on vous a répété dans l'histoire que vous êtes inférieur, que vous n'êtes pas bon, le fait de connaître son histoire déjà donne à la personne une certaine estime de soi. Hein. La personne se regarde autrement. Donc, avec ces ouvrages, les jeunes vont comprendre que l'Afrique a une histoire, notamment avec la destruction de la civilisation noire de Chancellor Williams. Ils vont savoir que, eh bien, les Noirs n'ont pas seulement été mis en esclavage, mais qu'ils ont lutté, ils ont toujours lutté pour leur bien-être, pour leur terre, parce que au niveau dans la vallée du Nil, durant l'Égypte ancienne, il y a eu des invasions qui duraient des centaines d'années, notamment les invasions assyriennes, grecques, enfin assyriennes, perses, 185 ans par exemple, les invasions grecques, 200 et quelques années, romaines, 700 ans, arabes, 2000 ans. Donc, les Africains ont toujours lutté, bien que l'Europe et l'Asie voulaient les déposséder de leur être, de leur histoire, c'était une dépersonnalisation, une déshumanisation. Mais les Africains ont toujours lutté. Bien qu'étant cernés, ils ont toujours lutté. Et c'est pour montrer à ces jeunes-là, en fait, que le fait de connaître et d'apprendre leur histoire, ça va leur donner le courage et aussi la fierté de faire partie, de savoir qu'ils font partie d'un peuple qui a tout donné à l'humanité en termes de développement, de culture, de philosophie, de sciences, des arts. Et aussi, ça va leur permettre de révéler leur génie en fait artistique pour pouvoir bâtir en fait
une autre humanité et pour que l'Afrique retrouve sa grandeur d'antan. Voilà à peu près ce que je pourrais dire en fait pour pousser les jeunes en fait à connaître leur histoire. Moi, par rapport à mon parcours, ce qui m'a préparé à faire ces traductions, mais je ne le savais pas encore, c'est les livres que j'ai pu lire depuis l'Afrique, puisque les parents, qui étaient tous les deux des enseignants à Libreville, ils avaient une bonne bibliothèque. Et donc j'ai pu bénéficier des avantages de cette bibliothèque en lisant notamment Théophile Oméga, Les Bantous, un ou deux ouvrages du grand historien vulgarisateur Ibrahima Babakake, et bien sûr aussi les livres de Mongo Betty, les romans de Mongo Betty. Et donc, ce qui est important aussi, notamment par rapport à la dernière traduction que nous avons faite, est tombée, moi, celle de Chancellor William, La destruction de la civilisation noire, c'est effectivement comprendre que nous avions des royaumes traditionnels et comprendre qu'au fur et à mesure des siècles et des millénaires, ces royaumes se sont effondrés, mais à chaque fois sous le poids des invasions extérieures, mais toujours en résistant, parfois victorieusement. Et lorsque le déclin était irréversible, nos ancêtres construisaient des royaumes plus au sud, sur les lieux de leur fuite. Et donc, nous nous sommes toujours battus pour sauvegarder notre patrimoine culturel. Nous le faisons encore aujourd'hui d'une autre façon, et cela pousse inévitablement à l'optimisme. Et de ce point de vue, nous sommes très satisfaits, très contents d'avoir pu traduire L'héritage volé de George James, d'Imhotep à Akhenaton, Introduction au philosophe égyptien de Molefi Asante, la personnalité raciale du psychopathe de Bobby Eugene Wright, et aussi d'avoir traduit donc La destruction de la civilisation noire de Chancellor Williams. Et nous espérons que les nouvelles générations pourront s'inspirer de ce travail. Et comme nous avons quelquefois une activité qui est mixte, justement, Etombe est aussi une poétesse qui est sur le point de publier donc, un livre de poésie. Et elle est aussi philosophe quelque part, puisqu'elle est sur le point, elle a un manuscrit concernant donc, la Mahat. Et pour ce qui me concerne, j'ai pu publier il y a quelques années, en 2014, chez Ménébuc, l'harmonie kamite. Et effectivement, très souvent, les traducteurs sont aussi des écrivains. Bon, j'ai publié aussi d'autres livres, mais c'est pas l'objectif aujourd'hui de faire état de tous ces travaux. Nous sommes ici surtout pour parler du travail de traduction, mais c'est simplement pour dire que très souvent, les traducteurs sont de grands lecteurs, mais aussi des écrivains. Et forcément, le travail d'écriture aide énormément pour traduire, parce qu'on a besoin d'avoir un style, forcément, et d'avoir cette aisance. Et au niveau de l'inspiration, puisque tu parlais d'écriture, j'aurais souhaité aussi ajouter quelque chose par rapport au doyen Dumbi Fakoli, qui est actuellement emprisonné de façon injuste. C'est le doyen qui m'a donné envie d'écrire un ouvrage qui sera publié sûrement peut-être dans les années à venir ou dans les mois prochains. Et c'est en lisant donc Les chemins de la Mahat, écrit par le doyen Dumbi Fakoli, que j'ai eu, ça m'a inspiré au point d'écrire un ouvrage sur la Mahat. Donc je tenais à en parler parce que ça me fait vraiment beaucoup de peine ce qui se passe, ce qui arrive au doyen Dumbi Fakoli. Donc, pour donner un exemple de ce que ça peut amener, il m'a inspiré. C'est une de mes sources d'inspiration. Et d'autre part, pour ce qui concerne de l'héritage que nous pouvons laisser à la jeunesse, c'est simplement ce témoignage que si nous on l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Et donc, j'ai publié notamment il y a quelques années un livre qui s'appelle La lumière, la vraie. Si je devais poursuivre le travail commencé dans ce livre, la lumière, la vraie, la lumière, elle est surtout en chacun de nous. Et donc, il ne tarde, enfin,
il suffit simplement de découvrir sa voie et si on l'a déjà découverte très tôt, et ben d'approfondir, parce que beaucoup d'entre vous l'ont sans doute déjà découverte, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il y a nous nourrissons du travail qui a été fait plusieurs générations avant nous par nos ancêtres, il nous inspire et il nous encourage quand nous décidons de nous poser les bonnes questions et de produire dans différents domaines, je dis bien dans différents domaines, ça peut être l'architecture, ça peut être la construction de maisons, ça peut être l'électricité, ça peut être la créativité artistique en matière musicale, en matière dans d'autres domaines, ça peut être le théâtre, il y a tellement, ça peut être l'enseignement, il y a énormément de, ça peut être aussi l'agriculture, il y a plein de domaines et c'est bien que la fibre africaine, la contribution pour le peuple soit au rendez-vous du génie que nous pouvons avoir.